Elle avait mal à la tête et ses vêtements traînaient sur le lit. En regardant autour d'elle, elle s'est rendue compte qu'elle était dans la chambre d'amis et, à ce moment-là, elle a compris qu'il s'était passé quelque chose. L'Empire Gélios, qui tire tous ses profits des armes, la famille Rottweiler, et elle, Lysiana Rottweiler, la Benjamine de la famille, ont eu droit hier à une belle soirée pour fêter son 20e anniversaire. Les personnes correspondant au statut de leur famille, la fête joyeuse, les rires joyeux de tous les coins, même les fleurs dans le jardin de nuit, tout cela a rendu la fête inoubliable pour elle. Les salutations de ses parents, qui l'ont même autorisée à boire, puisqu'elle était déjà bien adulte, de son frère, qui lui a demandé de ne pas trop boire, et même du prince lui-même, qui voulait boire avec elle, était également présent, ainsi qu'un vieil ami d'enfance, le duc d'Obermann. Ce jour-là, tout le monde lui propose de l'alcool, et seul son frère l'en dissuade. Mais la jeune fille n'a pas l'intention de s'arrêter, lui assurant qu'il est seulement en colère parce qu'il est encore jeune et ne sait pas boire. Et cela dure presque toute la soirée. Et l'héroïne est presque ivre lorsqu'un type l'invite à danser, ce qu'elle accepte sans hésiter. L'héroïne a commencé à se remémorer les événements de cette journée, puis ils ont commencé à danser, mais pour une raison quelconque, elle ne se souvenait plus de son dernier partenaire, elle ne se souvenait même plus de son visage. Il était grand et plus fort qu'elle ne le pensait au départ. Et elle a embrassé cet homme, puis ils se sont rendus dans la chambre à coucher, où l'homme a juré de l'aimer jusqu'au matin. Nue, elle se sentait incroyablement gênée, et en un instant, elle s'est mise à crier. On aurait dit qu'elle s'était cogné la tête, d'autres personnes ont entendu ses cris, et lorsque tous les parents ont ouvert la porte, ils l'ont vue et ont d'abord demandé ce qu'elle faisait dans la chambre d'amis. La mère voulait savoir ce qui s'était passé, mais après avoir pris conscience de la situation, elle a demandé combien de temps encore elle devrait s'inquiéter pour elle, ce à quoi l'héroïne s'est excusée discrètement. En réponse, la femme a demandé avec colère ce qui se passerait si elle ne lui pardonnait pas. Elle avait dit à sa fille de se contrôler lorsqu'elle communiquait avec des étrangers. En tant que dame d'une famille aristocratique, elle devrait être capable de se contrôler. Elle l'a répété plus d'une fois. Elle a donné sa liberté pour une seule soirée, et c'est ce qu'elle a obtenu. L'héroïne honteuse ne savait pas quoi dire, et c'est alors que la femme commença à se mettre en colère contre cette négligence. Et en 1 minute, elle s'adressa à elle par son nom complet, indiquant avec toute son apparence qu'il n'y avait pas besoin de cacher quoi que ce soit maintenant. S'approchant, elle déclara que cette situation avait dépassé les bornes, qu'elle était partie hier soir et n'avait rien dit à personne, et c'est pourquoi la femme exigeait une réponse à l'instant même. Le frère fait de son mieux pour calmer la mère, mais celle-ci se contente de demander qui lui a fait ça, et embarrassée par ces paroles, l'héroïne s'écrie que c'est là le problème, car elle ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé. Quand elle a dit qu'elle voulait être libre, l'héroïne ne voulait pas dire être expulsée des cercles sociaux. Elle avait promis qu'elle essaierait de se comporter plus modestement une fois adulte. Elle l'avait personnellement promis à sa mère. Et maintenant, elle ne pouvait pas comprendre comment cela avait pu se produire et quand elle avait pris un mauvais virage. Elle avait beau réfléchir, elle ne parvenait toujours pas à savoir de qui il s'agissait, mais après un moment de réflexion, elle accepta de ne se souvenir de rien et décida qu'elle devait accepter la vérité, que ce n'était pas si mal, que la poitrine était dure et musclée, qu'elle ne se souvenait ni du visage ni de la voix, mais qu'il lui semblait familier. Après s'être un peu calmée, l'aristocrate décida d'éliminer ceux qui ne lui convenaient pas, car elle ne pouvait pas simplement s'approcher et demander à voir leur corps. À l'époque, elle ne parlait qu'à ses pairs. Les amis de son frère étaient présents, et à la fin, elle était probablement avec son frère. Il y avait donc 3 suspects au total, le premier étant le prince héritier Theron Kuhn. Il y a 15 ans, elle a fait son coming out, et il s'est intéressé à elle à l'époque. Mais son père n'a jamais vu de sincérité en lui, et il lui a donc demandé d'être prudente, parce que le prince était toujours trop gentil. La jeune fille réalisa avec horreur qu'elle avait pu être ivre
et tomber dans le panneau, ce qui l'effraya, car elle n'avait jamais aimé le prince. Et ce regard froid, même si elle était ivre, n'aurait pas pu la séduire. Et il était trop discret sur ses véritables sentiments, et il ne se voyait que lors de banquets. Et il était si prudent qu'elle puisse raconter ses secrets à tout le monde. Le deuxième candidat possible était Duke Grey Hill Doberman, son ami d'enfance, un type tout à fait ordinaire. Ils étaient ensemble depuis leur plus jeune âge et étaient donc très proches, mais il n'y avait pas la moindre étincelle entre eux et ils se connaissaient presque depuis leur naissance et avaient donc traversé de nombreux problèmes ensemble. Sauf qu'à chaque fois qu'elles essayaient de le dénoncer, il la laissait tomber et s'enfuyait tout seul. Et maintenant, la jeune fille se souvenait qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes auparavant. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'il était vraiment très silencieux et rapide, et qu'il pouvait donc disparaître sans laisser de traces. Mais l'héroïne n'était toujours pas sûre que son amie puisse l'appeler avec cette douce voix. Et le simple fait de s'en souvenir lui donnait la chair de poule. Elle ne voulait pas le croire, parce qu'ils n'étaient que des amis. Et si ce n'était pas eux, il n'y avait qu'une seule option, à savoir Evan. C'était la personne qui l'avait sauvée dans une ruelle sombre quand des bandits l'avaient attaquée avec l'intention de la voler. Et ce type était intervenu et avait battu les assaillants. La jeune fille ne savait toujours pas pourquoi il l'avait sauvée à ce moment-là, mais après cela, il fut traité comme un aristocrate dans leur famille, et c'est pourquoi il fut invité à la soirée, et elle était la seule dont il était si proche. Mais l'héroïne comprenait qu'il était un roturier, et elle ne l'aurait jamais autorisé à l'accompagner. Ce type était et est resté comme un petit frère pour elle, même lorsqu'il était ivre. Elle n'aurait pas été capable de le voir comme un homme. Et à la fin, elle est revenue à son point de départ. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Et elle devait réfléchir à qui cela pouvait être et pourquoi il faisait cela. Mais qui que soit cette personne, il a osé la quitter et s'enfuir. Et donc, cela valait la peine d'essayer de le trouver. Cela mit la jeune fille en colère, car il était son premier. Mais pour une raison ou une autre, il avait osé la quitter comme ça. Et quelqu'un devait payer pour cela. Elle était sûre qu'elle le punirait d'abord et que son père le ferait ensuite. Après s'être un peu calmée, elle se rendit compte qu'il n'apparaîtrait pas devant elle si elle restait à deviner, et elle décida donc d'agir. Elle s'habilla chaudement et décida de commencer par le principal suspect, et maintenant, elle devait aller le voir. Après quelques déplacements, elle prit une calèche pour se rendre au bon endroit. L'héroïne apprit quelque chose des mercenaires qui assistaient au dîner et comprit qu'il fallait d'abord vérifier Grey et qu'ils seraient probablement les plus faciles à traiter. À l'entrée, elle fut accueillie par un majordome qui s'inclina immédiatement et poliment. La jeune fille demanda tout d'abord si son petit ami était à l'intérieur, car ils avaient quelque chose à se dire. L'homme, à son tour, lui assura qu'il voulait lui-même la contacter, car madame voulait la voir. Cette déclaration surprit l'héroïne, car elle ne pouvait même pas deviner pourquoi, pour la première fois, c'était la duchesse de Rottweiler, qui l'appelait pour un entretien personnel. L'homme a accompagné la jeune fille jusqu'à la bonne salle, où une femme l'attendait déjà assise. Après avoir échangé des salutations, l'hôtesse a demandé aux invités de s'asseoir en premier, ce qu'a fait la femme qui lui a demandé comment se passait la soirée, et la jeune fille lui a assuré que tout se passait bien. L'héroïne commença à s'inquiéter de cet imprévu, et la femme posa sa tasse de thé et lui assura qu'elle avait demandé un entretien personnel en raison de sa proximité avec Grey, et qu'elle devait donc lui dire quelque chose d'important, puisqu'elles étaient déjà si étroitement liées. La jeune fille réalisa alors qu'il s'agissait probablement de la fête d'hier, mais elle ne pouvait même pas deviner ce que cette femme voulait lui dire, et pourquoi cette urgence, si c'était vraiment lui hier, et si la duchesse était la première à l'apprendre. Elle pourrait dire que l'héroïne ne lui convenait pas. Elle était effrayée car elle ne savait pas quoi faire ensuite. Pendant ce temps, l'hôtesse commence à expliquer que Grey, qui est parti ce matin, a reçu l'ordre de l'empereur de parcourir tout le pays avec lui et qu'elle devra visiter jusqu'aux plus petites terres.
Donc, ce voyage prendra 3 ans. Et pour être honnête, il devait partir avant-hier. Mais le garçon a décidé qu'il devait se présenter à sa cérémonie. Et donc, il a décidé de ne partir qu'aujourd'hui ensemble. Il s'avéra que l'héroïne ne pourrait voir Gray et le prince que dans 3 ans. Elle n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé, mais elle devait garder son sang-froid et ne pas montrer trop d'émotion. Alors, elle dit qu'être l'escorte du prince était un véritable honneur, mais que la duchesse ne pourrait pas non plus le voir pendant 3 ans, et qu'il lui manquerait donc probablement. La femme le confirme, ajoutant que si elle était déjà divorcée de son fils, elle serait très heureuse de voir l'héroïne et devrait donc venir plus souvent. La fille est d'accord, assurant que si on lui demandait, elle viendrait n'importe quand. En revenant en arrière, l'héroïne ne pouvait pas comprendre pourquoi, mais pour une raison quelconque, elle était confuse lorsqu'elle a entendu parler de ces 3 années, qui que soit cet homme, mais ils ont fait une erreur. Et c'était triste de s'en rendre compte, parce que ce n'était pas la première nuit dont elle avait rêvé. Il s'était adressé à elle avec douceur et lui avait dit des mots d'amour. Alors, pourquoi l'avait-il quitté à ce moment-là? Plus tard, toute la famille s'est réunie pour le dîner, mais pour une raison quelconque, la fille n'a pas mangé du tout. Et sa mère lui a demandé pourquoi, parce qu'elle aimait ce qu'ils avaient préparé aujourd'hui. Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas, elle aimait tout, mais pour une raison quelconque, le simple fait de regarder la nourriture lui donnait envie de vomir. Soudain, elle s'est sentie malade et a quitté la pièce en toute hâte. Lorsqu'elle est arrivée dans la salle de bain, elle s'est sentie étourdie et tout ce qui l'entourait était en nage, comme si elle avait été malade après le repas d'hier. Soudain, on frappe à la porte et une voix excitée demande si la jeune fille va bien, puisqu'elle les a quittés si soudainement. La voix se présente comme sa mère et demande d'ouvrir la porte, et l'héroïne réalise qu'elle devrait demander des médicaments. Mais si elle a raison, elle est dans le pétrin. N'atteignant pas la porte, elle s'évanouit sur place. Elle s'est réveillée dans sa chambre et a vu toute sa famille devant elle, y compris le médecin, et lorsqu'elle a vu sa mère pleurer, elle lui a demandé ce qui n'allait pas, parce qu'elle était dans la salle de bain, et son père s'est approché et lui a demandé combien de temps elle allait garder le secret, parce que c'est elle qui connaissait le mieux son état. Alors, pourquoi devait-elle garder le secret? La fille ne comprenait sincèrement pas de quoi il parlait et lui a demandé de tout expliquer. L'homme l'a regardée avec colère, puis a crié qu'elle était une femme célibataire, presque une enfant, et déjà enceinte, et qu'elle devait donc dire quelque chose pour sa défense. Le père a brièvement déclaré qu'il voulait qu'elle se débarrasse de lui, ce qui a choqué la jeune fille. Mais elle a résolument refusé, ce qui a rendu l'homme encore plus furieux. Et la jeune mère a affirmé qu'il s'agissait de son enfant, et que même s'il n'avait pas de père, il serait toujours le sien, et qu'elle avait donc l'intention de l'élever quoi qu'il arrive. L'homme lui a seulement demandé quel genre d'enfant elle pouvait élever, car elle n'était pas encore prête à en assumer les conséquences. Une femme célibataire avec un enfant, ce qu'elle allait faire et si elle avait des idées. La fille a tristement accepté, lui assurant qu'il avait tout à fait raison, qu'il n'était pas permis à une femme non mariée dans les cercles sociaux d'avoir un enfant, et que lorsque les gens l'apprendraient, on se moquerait d'elle. Mais à la fin, elle devait lui dire quelque chose. L'homme lui a assuré qu'il ne voulait rien entendre, ce à quoi son frère lui a demandé de se calmer et de la laisser tout dire, et lorsqu'il s'est retourné pour partir, la fille s'est adressée à lui par son statut, l'a appelé marquis, et lui a assuré qu'elle avait quelque chose à dire, à savoir le commerce d'armes dont ils avaient discuté, et qu'elle voulait commencer à le gérer. L'héroïne poursuit en expliquant que son frère voulait entrer au ministère des Affaires étrangères et que, l'année dernière, il avait dit que sa fille ne pouvait pas y faire des affaires parce qu'elle était immature, mais qu'aujourd'hui, tout était différent. Elle était la fille de la famille Rottweiler et avait le titre d'héritière. Le père savait très bien qu'elle avait de bonnes relations avec les mercenaires et qu'elle connaissait évidemment les armes. La jeune fille savait qu'ils s'inquiétaient de la faible variété de leurs produits et qu'elle allait donc fabriquer un nouveau produit.
Et en fait, elle avait déjà une idée. Cette arme serait plus précise et plus compacte que les modèles précédents. Et c'est pourquoi elle demandait maintenant à être autorisée à élever l'enfant et à la considérer non pas comme une mère sans mari, mais comme la créatrice d'une nouvelle arme. La jeune mère la suppliait, car il était impossible de faire comme si cet enfant n'avait jamais existé. Et après réflexion, le père a dit qu'il pensait qu'elle n'avait qu'un seul vent dans la tête, mais qu'elle était capable d'un raisonnement sain. Mais il était toujours contre. Et il lui a donc demandé de lui apporter des croquis d'un nouveau produit pour commencer. Ils ne le créeraient peut-être pas tout de suite, mais ils y réfléchiraient et décideraient ensuite si c'était possible. L'homme lui assure que si elle se montre digne, elle obtiendra l'entreprise familiale et un emploi. Il la présentera comme une femme d'affaires, mais les gens sont toujours impitoyables. Ils la verront toujours comme une mère seule, et si elle ne trouve pas de père, elle sera seule pour le reste de sa vie, ce à quoi l'héroïne lui assure qu'elle lui promet que tout ira bien. Le propriétaire lui a assuré qu'il la comprenait, mais qu'en fin de compte, elle devait comprendre que le problème était dû à sa négligence, et qu'il ne chercherait donc pas obstinément le père de l'enfant, et la jeune mère lui a assuré qu'elle ne devait pas s'inquiéter et qu'elle était la seule responsable de ce qui s'était passé. Quelques mois passèrent et un jour, alors que l'héroïne se promenait, elle entendit quelqu'un crier, quelqu'un qui appelait sa sœur. Elle se retourna et vit Evan qui lui demanda ce qui s'était passé, car cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vue. Tout le monde disait qu'elle était occupée avec un nouveau produit, mais il supposait qu'il y avait une autre raison, et comme il se rapprochait, le type a suggéré qu'il s'assoie et discute un peu. Se rendant compte de la situation, l'homme n'était pas du tout contrarié, mais il a souri légèrement et a demandé si ce serait un fils ou une fille, ce à quoi elle a suggéré de deviner, et après avoir réfléchi un peu, l'ami lui a assuré que ce serait bien si une fille naissait, s'il s'avérait qu'elle lui ressemblait, on en ferait tout un plat, mais que si c'était un garçon, tout serait calme et tranquille. Se détournant démonstrativement, l'héroïne demanda pourquoi elle devait être comme lui et pourquoi il parlait de ce bruit, ou laissait-il encore entendre qu'elle était une source d'ennui, autant d'accusations infondées et très insolentes de sa part. Après avoir réfléchi à tous ces mots, le type s'est rapproché et lui a demandé pourquoi elle pensait ainsi. Il serait heureux si c'était son enfant, ce à quoi la fille a répondu que c'était encore un enfant. Mais la raison pour laquelle il disait cela ne la rassurait pas, et il a simplement remarqué qu'elle ne pouvait pas le voir comme un homme. Au bout d'un moment, la jeune fille dit que c'est trop, et Evan lui demande pourquoi, ce qu'il a fait, ou si elle pense qu'il ne ferait pas un bon père. L'héroïne réalise que si elle n'est pas la fille du marquis, elle peut vraiment le voir comme un bon père, mais il ne peut pas être le père de son enfant. Soudain, elle entendit le bébé battre à l'intérieur, et elle lui assura qu'il devait devenir meilleur pour son futur enfant. Expirant lourdement, Evan lui prit la main et lui demanda quand il serait assez bon pour elle, quand il deviendrait un homme capable d'assumer toutes les responsabilités. À ce moment-là, il lui embrassa la main et lui demanda si, dans ce cas, elle l'épouserait. Cette déclaration a déconcerté l'aristocrate, qui s'est dit qu'il devait être fou, et lui a demandé d'arrêter de plaisanter, ce à quoi il a répondu que ce n'était pas une plaisanterie pour lui. Tout en lui tenant la main, il lui a demandé d'accepter, car il serait un bon père pour l'enfant à naître. L'espace d'un instant, le don de la chose lui échappe, mais elle se reprend et dit qu'elle ne comprend pas ce qu'il pense en ce moment, parce que le gars est un roturier et qu'elle est la fille d'un marquis, et donc que rien ne peut marcher entre eux. Comprenant que son statut était en cause, il a demandé s'il obtiendrait le titre et si l'héroïne serait d'accord. Cette déclaration l'a encore plus choquée et elle a demandé ce qu'il voulait dire, car ce n'était pas possible. Il s'est levé et a dit que si c'était sa dernière réponse, il essaierait, et jusqu'à ce qu'il obtienne le titre, le gars lui a demandé de ne pas épouser un autre homme, et il a dit qu'il en avait déjà un et qu'il devait s'en aller. Finalement, elle a dû partir elle-même, parce qu'il s'inquiéterait pour elle si elle restait ici,
Et comme elle avait déjà un enfant, elle devait prendre soin d'elle, et il est parti pour l'instant. 5 ans ont passé, la femme appelait un certain Adèle, elle le cherchait partout, et elle avait peur que rien ne se passe, et dans un moment, elle a vu un enfant jouer avec un homme, l'appelant grand-père, et quand ils se sont rencontrés, ils sont allés se serrer dans les bras. La mère a demandé pourquoi la fille était là, parce qu'elle avait eu très peur quand sa fille s'était enfuie, et la fille lui a assuré qu'elle jouait avec son grand-père, puis la femme a expliqué que même ainsi, elle devait prévenir sa mère pour qu'elle ne s'inquiète pas et que la prochaine fois, elle devrait le lui dire. La femme regarda l'enfant avec amour. C'était Adelweiss, sa fille unique. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé avant sa naissance. Les paroles d'Evan sur l'obtention du titre n'étaient pas une blague, et il était parti à la guerre de son plein gré. Et quant au voyage de 3 ans du prince et de Gray, malgré les attentes, ils n'étaient toujours pas rentrés. Ils étaient partis depuis 5 ans, et plus Prince et Gray étaient absents, plus il était difficile de déterminer lequel des deux était le père. Et finalement, elle s'est retrouvée seule quand la fille est née. Et son père voulait qu'Adèle vive comme un garçon jusqu'à ce que son père apparaisse. D'habitude, les fils deviennent les héritiers, pas les filles. Et si elle, déjà connue comme une mère recluse, donnait naissance à une fille, elle ne serait pas capable de la protéger et de se protéger elle-même du regard malveillant des gens. Et donc, cela valait la peine d'attendre le retour de Prince et Gray. En attendant, Adèle ne pouvait pas sortir dans le monde. L'aristocratie la croyait en mauvaise santé, mais elle était toujours l'héritière de la famille Rottweiler. Sa mère s'inquiétait bien sûr que ce soit sa faute si sa fille ne connaissait pas les choses merveilleuses qui étaient cachées en dehors de leur domaine, mais elle était sûre qu'elle trouverait son père, quoi qu'il en coûte. Soudain, le majordome accourut pour remettre une lettre urgente au maître qui commença à froncer les sourcils en la lisant, et l'héroïne commença à s'inquiéter de voir son père dans cet état. Elle demanda alors ce qui se passait, si quelque chose de grave était arrivé, et l'homme répondit qu'il s'agissait de son meilleur ami, Duke Doberman, qui était décédé, et la lettre disait que cela s'était passé hier. Il y avait aussi quelque chose d'autre qui préoccupait la femme personnellement, à savoir qu'il serait bientôt de retour. Elle les attendait depuis si longtemps. Prince et Gray seraient enfin à la maison. Et la femme s'en rendit compte et fronça sérieusement les sourcils. Ses mains se mirent à trembler. L'aristocrate demanda quand elle pourrait les rencontrer et son père lui assura qu'il devait retourner à la chasse, qui n'était pas loin, et qu'il fallait donc attendre encore un peu. L'enfant a remarqué que quelque chose n'allait pas chez sa mère. Elle a donc demandé ce qui n'allait pas. Et la femme, à son tour, pour ne pas effrayer la petite fille, lui a assuré que tout allait bien, mais que maintenant, elle devait aller manger, qu'elle pouvait recommencer, et elle a attendu, et il était temps de reprendre la recherche. La tournée de chasse est un événement très important pour la famille impériale, et il y avait une particularité, à savoir que les participants avaient la possibilité d'utiliser les nouvelles armes reçues par la famille impériale. Et donc, la compétition était une grande chance de se familiariser avec de nouveaux modèles d'armes. La femme a choisi Grande, qui a été développée il y a 5 ans pour protéger Adèle, et Ethical, qui a été créée le mois dernier, comme une excellente occasion de montrer l'efficacité de l'arme. Esse's préparatifs étaient terminés et elle avait maintenant l'occasion de regarder les autres participants, quand soudain, elle entendit une voix familière l'appeler par son nom. Et en se retournant, elle vit le prince qui s'intéressait à la façon dont elle s'était comportée pendant tout ce temps. L'héroïne n'était pas confuse et le salua formellement, comme l'exige l'étiquette. L'homme lui assura que tout allait bien et qu'elle devait redresser son dos, ce à quoi elle se contenta de le remercier, lui assura qu'il ne s'était vraiment pas vu depuis longtemps. Le prince demanda de ne pas être aussi formels l'un envers l'autre, et en s'approchant, il dit que l'héroïne n'avait pas compris ou simplement oublié depuis si longtemps et qu'elle s'en excusait donc. À ce moment-là, Gray lui-même est entré et a dit que 5 années s'étaient écoulées.
et qu'il semblait qu'elle était devenue encore plus belle et même très mûre. À ce moment-là, la femme a sorti un pistolet et l'a pointé directement sur son vieil ami en disant que s'il disait un mot de plus, elle le prendrait comme une moquerie. L'homme s'est rendu compte de son erreur, a levé les mains et s'est excusé, assurant qu'il ne l'avait pas fait exprès et qu'il voulait toujours vivre, et qu'il ne s'agissait donc en aucun cas d'une moquerie. Tandis qu'il disait cela, d'autres personnes sont entrées et ont commencé à dire que le tournoi commençait, et que s'ils voulaient y participer, ils devaient sortir avec leurs armes. À ce moment-là, un autre homme est entré et a demandé à tout le monde d'attendre un moment. Après un moment, il a dit qu'il savait que sa sœur serait là, cela faisait si longtemps, et qu'il était sûr qu'elle participerait. Elle l'a à son tour immédiatement reconnue et a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, mais qu'elle était intéressée par la façon dont il était arrivé ici, car seuls les aristocrates pouvaient participer. L'homme déclara qu'il n'était plus un roturier, mais un baron, et l'empereur lui accorda le nom de Husky. Attrapant sa main, le nouveau baron affirma qu'il avait promis qu'il recevrait ce titre et qu'il espérait maintenant qu'elle n'avait pas oublié sa demande. C'est alors que le prince intervint, assurant qu'il n'avait pas pensé que le baron serait là, car on lui avait dit qu'il serait occupé par des affaires de mercenaires et qu'il ne pourrait donc pas venir. Le baron vit le prince et s'excusa de ne pas l'avoir remarqué. Peut-être que tout cela semblait plutôt grossier, mais qu'il avait remarqué qu'il avait l'air d'avoir une bonne vue. Pendant ce temps, l'héroïne résumait les résultats de cette réunion. Les 3 personnes qu'elle voulait interroger étaient réunies juste là, et comme l'empereur lui-même était là ce soir-là, tous les chevaliers garantissaient la sécurité. Donc, personne d'autre ne pouvait être dans la maison. Il y avait plusieurs vieux nobles, la princesse de Malte et le duc de Grey. D'après le chevalier qui gardait la porte, le carrosse impérial était parti à l'aube, mais il était impossible de savoir qui était à l'intérieur. Le rideau bloquait la vue et personne ne se souvenait d'Evan à part elle. Il était roturier et n'attirait donc pas l'attention des aristocrates. Les noms des autres étaient strictement notés à leur départ, et cela signifiait que l'un de COS 3-là était bien lui. À ce moment-là, l'animateur ordonne aux participants de se préparer en levant un pistolet en l'air, et l'héroïne comprend qu'elle doit tout faire pour trouver le bon, quoi qu'il arrive. L'héroïne se rendit compte qu'il n'aimait pas les longues conversations, mais aujourd'hui, il était trop silencieux. Peut-être était-ce à cause du défunt duc d'Obermann. Et la femme dit qu'elle avait entendu parler de son père, et elle se demanda comment il allait. Grey lui a répondu qu'elle se souciait toujours de lui, même s'il ne s'était pas parlé depuis longtemps, et que c'était bien, ce à quoi la jeune mère lui a assuré que bien sûr qu'elle se souciait de lui, parce que leur famille n'avait autorisé personne à venir à l'enterrement, et qu'elle n'avait donc pas pu le voir. S'arrêtant sur place, il expliqua que c'était la décision de sa mère, qui ne voulait pas de bruit dans la maison. D'habitude, pour les funérailles de personnes importantes, on organisait tout un spectacle. On priait pour le repos du défunt afin de démontrer la forte amitié qu'il avait entretenue durant sa vie. Et à la fin, les invités faisaient secrètement des cadeaux aux héritiers pour laisser une bonne impression. Tout cela dans le seul but de maintenir les liens avec la maison du défunt, et la mort devenait donc la base du renforcement des relations entre les familles. La duchesse semblait vouloir souhaiter sincèrement la paix aux défunts, et Grey était peut-être plus calme. L'homme a assuré que c'était arrivé soudainement, et qu'après les funérailles, il s'était remis au travail. Bien sûr, il n'en avait pas fini avec l'affaire. Le voyage a duré 5 ans, et sa mère semblait toujours en deuil, et il devait donc la protéger. En écoutant tout cela, l'héroïne déclara qu'il avait sensiblement changé, et à ce moment-là, il changea radicalement d'expression et demanda si c'était un compliment, ce à quoi la femme assura qu'il semblait qu'il ne s'amuserait plus avec elle, et l'homme le confirma, il n'avait plus le temps pour cela. Mais il ajouta également que la femme avait beaucoup changé elle aussi. L'aristocrate devint plus sérieux, puis lui assura qu'elle était déjà au courant, car elle avait déjà un enfant. L'homme la serra soudain dans ses bras,
lui assura qu'il était déjà au courant, mais qu'il semblait que personne n'avait vu l'enfant, et donc que beaucoup de gens doutaient de son existence. Lui retirant la main, elle lui demande comment ils peuvent sortir en public dans ce cas, s'il n'a même pas de père et qu'elle a peur que cela affecte Adèle. Après avoir réfléchi, l'homme a confirmé qu'elle avait raison. Cela peut sembler être une excuse, mais il voulait honnêtement venir dès qu'il serait rentré et l'aurait découvert. Mais ses tâches ménagères ne lui permettaient pas de le faire. L'héroïne lui a assuré qu'elle comprenait tout, mais il n'a pas pu le faire. Gray l'a alors interrompu en lui disant que si elle doutait de lui, il était prêt à le dire tout de suite, à savoir qu'il n'était pas le père de son enfant, ce qu'elle a accepté et lui a assuré qu'elle avait espéré que ce soit lui. Si c'était lui, on pourrait dire que l'homme qui a passé la nuit avec elle n'avait pas d'objectif. Mais Prince était différent, et s'il avait besoin d'elle pour quelque chose, et s'il voulait utiliser sa famille, cette affaire aurait pu être planifiée. Et cela aurait été horrible. Ce fait a mis la femme incroyablement en colère, mais l'homme à côté d'elle a affirmé qu'il savait exactement qui elle soupçonnait, mais qu'elle devrait se calmer un peu, que l'avenir était encore inconnu et que si elle attendait un peu, peut-être que le père de l'enfant se montrerait. L'héroïne lui demande si elle doit attendre qu'il se décide à venir. En sortant son fusil, elle affirme qu'il sait exactement ce qu'elle a à dire, à savoir que l'héroïne est une chasseuse, pas une princesse qui attendrait que son prince se montre. À ce moment-là, Gray lui prit les mains et lui assura qu'il le savait parfaitement, mais qu'un bon chasseur devait comprendre qu'il fallait parfois attendre une victime. Et sa mère fut d'accord avec lui, ajoutant qu'il s'agissait d'une véritable chasse et qu'elle devait attraper quelque chose pour le tournoi. Pour elle, c'était tout à fait ridicule. Elle n'était pas prête à attendre tranquillement, car il y avait ceux qu'elle pouvait soupçonner. Et plus elle avait de preuves, plus vite elle pouvait le démasquer. Et donc, elle ne le laisserait pas s'échapper dans tous les CA. Au bout de quelques minutes, la femme sentit quelque chose et demanda à Gray de bouger un peu, mais il n'était pas pressé de faire quoi que ce soit. Alors, elle répéta sa question, et cette fois, il lui assura que la proie viendrait bientôt d'elle-même, et qu'elle devait donc attendre un peu. À ce moment, ils sentirent que quelqu'un approchait. Il ne semblait pas qu'un fou essayait de faire une blague, et donc ils durent se cacher en premier. Dans une minute, la proie vint vers eux. Mais ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient tous, et il y avait un ours brun. Et l'héroïne ne comprenait pas pourquoi il était là, parce que maintenant il devrait hiberner. Et Gray, souriant sournoisement, assura que tout était comme il l'avait dit, la proie apparaissait d'elle-même. La jeune mère ne comprenait pas ce qui se passait, et si Gray savait pour l'ours, il avait une bonne intuition depuis l'enfance. Mais maintenant, il était trop confiant en ses capacités, quand soudain, il sortit un biscuit de sa poche et le jeta par terre, et la nourriture intéressa immédiatement l'animal. L'héroïne lui demanda ce qu'il allait faire ensuite, et il lui assura que la proie affamée était là. Alors il pouvait tirer tout en la regardant. La bête était encore plus grosse qu'il ne le pensait, et s'il ne la tirait pas tout de suite, elle attaquerait certainement. Alors il devait attendre qu'elle se retourne. Il n'y avait qu'une seule chance, et elle ne pouvait pas la rater. Gray remarqua que ses capacités ne semblaient pas s'être détériorées. Et l'héroïne, satisfaite, lui demanda pourquoi il riait, car il réalisait que c'était sa proie, et que s'il avait l'intention de la prendre pour lui, il aurait dû y réfléchir à 2 fois. Il l'assure à son tour qu'il n'aurait jamais osé faire cela, et qu'en plus, il ne voulait pas vraiment participer au tournoi, donc elle pouvait facilement l'emmener. Ce qu'elle a fait. Et c'est pour cela qu'elle demande de l'aide maintenant, car elle peut difficilement le porter toute seule. Après l'avoir attaché, elle était prête à continuer quand soudain Gray lui ordonna de ne pas bouger, car il y en avait un autre derrière elle. Et en un instant, il attaquait déjà, avec l'intention de tuer des gens, mais au dernier moment, l'homme réussit à prendre l'attaque avec son épée. Mais c'était si fort que Gray ne put tenir l'épée, et elle s'envola simplement. La femme s'est rendue compte que son compagnon était en danger, et qu'elle devait donc faire quelque chose,
elle avait une autre arme pour ce cas. Et tout en visant, elle a prié pour que l'homme ne bouge pas. Elle devait se concentrer, sinon cela pouvait très mal se terminer. À ce moment, l'ours tourna son attention vers l'héroïne et laissant l'homme, se prépara à attaquer l'héroïne qui n'osait toujours pas tirer. Ces quelques secondes suffirent à Gray pour dégainer son épée et poignarder l'ours dans le dos. Et en un instant, il tomba raide mort. Cette fois, tout se passe bien et l'homme lui assure qu'il a tué l'ours, mais qu'il est prêt à le lui donner, ce dont elle s'indigne, lui assurant que personne ne croira de toute façon qu'il l'a attrapé, car il n'aurait pas eu la force de lui infliger une telle blessure. Il proposa alors de dire à tout le monde que c'était cette personne, ce mercenaire, ou plutôt le baron, qui avait fait le coup, car si Gray prenait l'entière responsabilité de cet ours, les ragots pourraient reprendre. Mais la femme ne comprit pas de quoi il parlait et proposa plutôt de l'attacher. Il semble que celui qu'elle a attrapé était un mâle, et celui-ci une femelle. Et puis, à ce moment-là, un ourson est venu vers eux, et il semblait que C.S. Ours marchaient en famille, et ils ont attrapé leurs parents, et il était encore très petit, et la femme a réalisé qu'il ne serait pas en sécurité tout seul dans une si grande forêt, et elle a eu honte. Gray lui proposa alors d'emmener l'ours avec elle, car son regard lui rappellerait son enfant, mais elle ne pouvait pas le faire, car tout dans cette forêt était la propriété de l'empereur. Ce à quoi l'homme fit remarquer que si elle pouvait gagner, elle serait probablement autorisée à le garder. Dans ce cas, elle a demandé à l'homme de partager les biscuits qu'il avait sortis plus tôt. Et lorsqu'il l'a fait, la femme a attiré l'animal pour qu'il les prenne avec lui. À la ligne d'arrivée, elle n'arrivait pas à croire que Gray avait gagné. Et pourquoi il était si populaire auprès des filles à ce moment-là, en ce qui la concernait, cette beauté ambulante recevait trop de mots gentils. Mais si quelqu'un pouvait supporter son caractère, il ferait probablement un bon couple. À ce moment-là, on s'adresse à elle, et en se retournant, l'héroïne voit le prince, qui affirme qu'elle a réussi la chasse. Elle le confirme, assure qu'elle a maintenant prévu d'aller se reposer. Mais avant cela, l'homme veut qu'on lui laisse un peu de temps. Ils finirent par s'asseoir à la table pour discuter autour d'une tasse de thé. L'homme resta silencieux pendant un moment, ce qui commença à inquiéter l'héroïne, car elle n'avait aucune idée du sujet de cette conversation. Au bout d'une minute, le prince a commencé à parler et a immédiatement affirmé que lui et le duc avaient attrapé un ours brun lors du tournoi et que le plat de foie d'ours et de baie était un mets de classe mondiale. La femme, toujours mal à l'aise, prétendit que l'ours lui appartenait. Il lui demanda ensuite comment allait le futur héritier de la famille Rottweiler et, la main sur sa joue, il attendit gentiment une réponse. Le fait que l'homme veuille savoir comment allait Adèle rendit la femme très nerveuse, si bien qu'elle se contenta de dire « bien ». Après cela, le prince demanda quel âge avait l'héritier, et après avoir reçu la réponse, il demanda s'il était temps pour lui d'aller dans le monde, réalisant ce à quoi il menait. L'héroïne lui assura que ce n'était pas encore nécessaire, qu'il était un peu lent et qu'elle aimerait éviter la honte et qu'elle avait aussi peur que quelque chose ne se passe pas bien. Mais cela ne l'a pas effrayée, et l'homme a dit que tous les enfants ont le droit de faire des erreurs et qu'il comprendrait tout. La femme a voulu répondre quelque chose, mais son regard intense l'a dissuadée d'argumenter et elle l'a donc assuré qu'elle le comprenait. Après quoi, il a commencé à sourire et l'a assuré qu'il les attendrait, car il s'intéressait à cet enfant. Lorsqu'il eut terminé ses questions, il remarqua qu'elle était très fatiguée. Il lui demanda donc de se reposer un peu et, dans un instant, il lui prit la main et l'embrassa en lui assurant qu'il les attendrait, elle et son fils, au banquet de demain. En rentrant, elle se rendit compte qu'elle n'était pas du tout d'humeur. Elle avait prévu de partir tout de suite, mais rien n'avait fonctionné. Et en plus, elle devait emmener Adèle au bal demain, et elle ne savait pas quoi faire. Il était trop tôt pour qu'elle sorte, et pourquoi l'héritier de l'empereur en avait parlé, car si elle l'avait su avant, ils auraient assisté à quelques soirées mondaines pour voir comment elle réagissait. Et maintenant,
elle devrait y aller à l'aveugle et elle devrait demander à son frère l'humeur de l'aristocratie. Soudain, un ourson apparaît, qu'elle réussit à prendre avec elle. Il monte sur ses genoux et l'héroïne remarque qu'il est triste, alors elle le prend dans ses bras, l'assurant qu'ils arriveront bientôt. Mais on ne sait pas très bien comment cela s'est passé. C'était déjà le soir, et le majordome l'attendait, visiblement choqué de voir la bête sauvage. L'héroïne la lui tendit immédiatement, en lui disant de ne même pas oser donner l'animal à la cuisine, car elle avait l'intention d'élever cet ourson, et qu'il n'était donc plus temps de le mettre en cage. Lorsqu'elle eut terminé, la maîtresse demanda ce qui se passait avec Adèle, et on lui répondit qu'elle était déjà endormie, bien qu'elle ait essayé d'attendre sa mère. Elle avait dit à l'enfant qu'il serait tard, mais elle l'attendait toujours, et donc la mère voulait la voir, même si elle était endormie. Sur le chemin de la chambre de l'enfant, l'héroïne rencontra une servante qui fut choquée par ce qu'elle voyait. Elle avait entendu dire que la dame avait attrapé un ours brun, mais il semblait qu'il s'était aussi frotté à elle. Alors la servante lui enleva immédiatement ses vêtements de dessus, lui demandant de prendre un bain pendant ce temps, d'autant plus que tout était déjà prêt. La femme se rendit compte qu'Adèle était déjà endormie. Mais elle ne devait pas aller le voir comme ça. Alors, elle accepta. Elle était contente de pouvoir enfin se détendre un peu. Aujourd'hui, elle avait remarqué que Gray avait changé et qu'il était difficile de trouver quelque chose de familier chez lui. Cela faisait peut-être 5 ans que son père était mort, mais elle pensait qu'il s'agissait de toute autre chose, et elle espérait donc que rien de grave ne s'était produit. Soudain, elle vit le canard en caoutchouc d'Adèle devant elle, et réalisa alors qu'elle devait encore décider de quoi habiller l'enfant. Elle aimerait bien éviter ce banquet. Elle pourrait demander l'aide de mercenaires et aller au nord. Personne ne les trouverait là-bas. Ce serait possible, car Evan était très gentil, mais elle repoussa immédiatement cette idée, persuadée que tout cela était très stupide. Soudain, on se met à l'appeler, l'assurant qu'il y a un problème. Ce à quoi la dame demande, ce qui a bien pu se passer à une heure aussi tardive, ce à quoi on lui répond qu'Adèle est introuvable. L'héroïne s'habille instantanément et part à la recherche de l'enfant avec les serviteurs de tout le domaine. L'enfant semblait être tombé par terre et personne ne savait si elle était encore dans la maison. La femme ne comprenait pas pourquoi elle était là, et maintenant, à ce moment précis, elle commença à penser au prince, mais en un instant, elle repoussa ses pensées, s'assurant qu'elle s'inquiétait en vain, car il n'avait aucune raison de lui voler son enfant. Mais cet intérêt soudain la mit mal à l'aise. Il y avait des rumeurs selon lesquelles la famille impériale avait un ordre secret de chevaliers. Et si Adèle avait vraiment été enlevée par le prince, que pouvait-elle faire? L'héroïne était désespérée par cette nouvelle et ne savait pas ce qu'elle devait faire ensuite. À ce moment, elle fut rencontrée par sa mère, qui lui demanda de se lever du sol, ce à quoi la femme décida de lui demander ce qu'elle devait faire. Que faire si le prince l'emmenait? Parce qu'il avait demandé de ses nouvelles aujourd'hui au tournoi, une personne qui ne savait rien d'Adèle demanda soudainement de l'emmener au banquet. C'était très étrange. La femme plus âgée prit les mains de sa fille, lui demandant de se calmer, car son père et son frère avaient déjà vérifié la chambre de l'enfant et il n'y avait aucun signe d'effraction, ce qui signifiait qu'elle devait être à la maison, car elle était toujours agitée, tout comme sa mère, et il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure. À ce moment, une des servantes accourut, prétextant qu'Adèle avait été retrouvée, et lorsqu'elle l'apprit, elle lui ordonna de l'emmener immédiatement auprès de l'enfant. Montant au 2e étage, dans une des chambres, l'enfant dormait déjà dans les bras de son frère, calmant ainsi l'héroïne. Elle a immédiatement demandé où était sa fille, et son mari lui a assuré qu'elle se trouvait dans l'entrepôt de la cuisine, où ils avaient l'habitude d'élever des moutons lorsqu'ils étaient enfants, et l'état hystérique de la femme s'est lentement calmé. Il la cherchait depuis si longtemps, mais ce qui s'est passé aujourd'hui l'a encore plus inquiétée. En entendant ces bruits, Adèle s'est réveillée, et la femme a immédiatement affirmé que l'enfant lui avait promis de ne pas aller n'importe où, mais qu'elle n'avait rien dit,
ce à quoi elle a répondu de manière incertaine qu'elle avait entendu quelqu'un crier, en montrant l'ourson dans la cage qui appelait sa mère et pleurait. Il était très triste, et Adèle a donc décidé de rester avec lui. L'héroïne en fut un peu choquée, car si l'enfant lui parlait, il s'avérait qu'il s'agissait d'une sorte d'ami imaginaire. Après avoir pris conscience de la situation, la jeune mère a dit qu'il irait bien maintenant, qu'il était tard et qu'il devrait aller se coucher. À ce moment-là, son frère s'approcha d'elle, lui disant qu'elle serait occupée à préparer le banquet de demain et qu'il fallait donc décider de quelque chose avec Adèle, ce qui signifiait qu'ils devaient discuter de tout maintenant. Après avoir couché le bébé, ils se rendirent dans une pièce libre où leur dialogue commença. L'homme a affirmé qu'il avait entendu dire qu'elle avait l'intention d'emmener Adèle avec elle et que leur mère commune lui avait demandé de les accompagner. L'héroïne a confirmé cela en disant qu'elle était inquiète et que pour une raison quelconque, le prince s'intéressait soudainement à l'enfant. Il pourrait s'avérer qu'il était le vrai père d'Adèle, mais la femme ne voudrait pas qu'elle devienne une princesse. L'héroïne était de nouveau sur le chemin de l'hystérie quand soudain son frère frappa sur la table, lui demandant de se calmer et de l'écouter. Maintenant le prince n'était pas dans la meilleure position. S'expliquant, il lui demanda si elle connaissait l'histoire du prince Rodan, ce à quoi elle lui assura que tout le monde dans leur empire avait entendu l'histoire. L'empereur avait 2 épouses, l'impératrice et la première concubine. L'impératrice n'a pas pu tomber enceinte pendant longtemps et Sa Majesté Théron, le fils de la concubine, est devenu prince. Mais il y a 15 ans, miraculeusement, l'impératrice a eu Rodan et la situation a changé. La position du prince devient de plus en plus instable, mais jusqu'à présent, il a gardé le titre de prince. Mais il peut le perdre à tout moment. Le prince Rodan, depuis l'âge de 5 ans, crée avec succès de nouvelles friandises. Mais il a beau prétendre au trône, ses capacités sont excellentes et Théron doit donc être prudent. Il constate que la situation s'échauffe, l'empereur tente de contenir son héritier et Théron est envoyé hors de la capitale sous prétexte d'inspecter les territoires, ce qui ne plaît évidemment pas au prince. L'héroïne assure qu'elle comprend que le prince veuille protéger sa position, mais elle se demande quel est le lien avec Adèle, ce à quoi le frère explique qu'il faut y penser. Le prince n'a pas été dans la capitale depuis 5 ans, il s'est éloigné de tout le monde et ses relations dans l'aristocratie se sont affaiblies. S'il veut conserver sa position, il a donc besoin d'un soutien important de la part de la société et la relation avec leur famille peut lui apporter un soutien solide. Et si Adèle et elle sont de son côté, sa famille devra certainement le défendre. Son frère était sûr que demain, il se comporterait comme s'il s'agissait de son enfant, mais personne ne connaissait la vérité. Et cela n'avait pas d'importance maintenant. Demain, au banquet, la jeune mère devrait faire quelque chose pour le convaincre qu'elle savait qui était le vrai père. Il pouvait même dire que c'était le duc d'Obermann. Ils étaient en contact avec sa famille depuis longtemps, et tout le monde connaissait leur longue amitié, donc il n'y aurait pas de suspicion. Et Adèle avait été prévenue à l'avance qu'elle devrait être amicale avec le duc. En réponse, la femme lui assura que Gray avait bien précisé qu'il ne s'agissait pas de son enfant, mais que ce n'était pas si important maintenant, car il n'allait pas faire de déclaration officielle. Et même si le prince était bien son père, son frère ne pouvait tout simplement pas accepter qu'il soit entraîné dans ses objectifs politiques. Et tout cela était pour elle et leur famille. Le lendemain, la mère et ses servantes préparent Adèle pour un banquet. Et tout en l'habillant d'un costume d'homme, la femme lui assure que n'importe quel vêtement lui conviendrait, bien qu'elle se rende compte qu'elle serait encore plus belle dans une robe. Mais malgré cela, l'héroïne aime beaucoup l'enfant. L'enfant était sincèrement heureuse d'entendre cela et, en réponse, a assuré que sa mère était également très belle, comme une princesse de conte de fées. La femme de chambre a alors dit que le Doberman du duc allait bientôt arriver et la dame a ordonné qu'on lui dise de venir dans sa chambre et Adèle et elle étaient prêtes. Plus tard, ils se rassemblèrent tous dans la pièce et après un peu de silence, Gray dit que tout cela était triste, qu'elle était habituellement audacieuse et préférait une approche directe,
mais que pour une raison quelconque, elle l'avait caché pendant si longtemps que C.S. Moe avait mis la femme en colère et qu'elle avait demandé à rester debout en silence. Elle ne comprenait pas si cet homme allait vraiment l'accompagner au banquet, mais après un moment, elle l'accepta, assurée qu'il ne faisait que parler et qu'il pouvait soudain. La mère remarqua une ecchymose sur le bras de l'enfant, ce qui la surprit, car elle n'avait aucune idée de quand et comment elle s'était produite. L'enfant a vu cette réaction et a demandé ce qui n'allait pas. Mais l'héroïne ne l'a pas montré. Elle a assuré que tout allait bien, et dans un instant, elle a dit qu'elle ajouterait quelque chose d'autre pour rendre la fille encore plus mignonne. Et elle lui a accroché une broche en forme de baie. Adèle, ravie, a demandé ce que c'était. Sa mère lui a expliqué qu'il s'agissait d'une baie d'Odberry, ce qui lui a rappelé l'ourson d'hier, un ours brun d'Odberry qui aimait ses baies, d'où son nom. L'enfant demanda avec incertitude si elles étaient savoureuses, ce à quoi la femme, après avoir réfléchi un peu, répondit qu'elle ne savait pas, car elle ne les avait pas goûtées non plus, que ces baies poussaient partout, mais qu'elles étaient généralement consommées par les roturiers en période de famine, pendant que Gray attendait impatiemment. Et après C.S. explication, il dit que si elles étaient prêtes, il était temps d'y aller. Plus tard, ils sont arrivés à la salle de banquet et juste avant d'entrer, le préposé lui a demandé si elle allait bien, ce à quoi la femme lui a assuré qu'elle allait bien. Mais elle s'est ensuite corrigée et a dit que même si elle n'allait pas bien, ce n'était pas sa faute et ils sont entrés dans l'instant. Lorsqu'ils entrèrent, tout le monde commença immédiatement à prêter attention aux nouveaux invités. Et après s'être un peu avancé, Gray demanda que si quelque chose arrivait, elle l'appelle et ne laisse pas tous les problèmes à elle-même, après quoi il la quitta, puis la mère se tourna vers l'enfant, l'assurant qu'elle devait être avec elle et sa grand-mère aujourd'hui, car elle ne devait pas être laissée seule ou s'enfuir, ce à quoi elle consentit joyeusement. Soudain, l'héroïne commença à entendre parler d'eux. Les gens se demandaient si cet enfant était vraiment un Rottweiler, et s'il était l'héritier de cette famille, que c'était lui qui faisait l'objet de commérages. Tout le monde pensait qu'il était caché à cause de quelque chose d'important, mais il n'y avait rien de spécial. 6 conversations ont mis la femme dans une colère inhabituelle. Elle s'attendait à ce que quelque chose comme ça arrive. Elle était préparée, mais quand même... À ce moment-là, Evan est soudainement apparu derrière elle, serrant légèrement sa sœur dans ses bras. Ça l'a choquée, et elle s'est immédiatement éloignée en se demandant pourquoi il était là. L'homme assura qu'il était maintenant un baron, donc il pouvait venir. Et elle, à son tour, était tout simplement magnifique. Ce soir, la femme dit qu'elle avait toujours eu l'impression qu'il n'aimait pas ce genre d'événement. Malgré son statut plus élevé, répondant à cette déclaration, Evan décida d'apporter son charme et assura donc que c'était la seule façon de voir la belle héroïne. C'est pourquoi il était ici, ajoutant dans une seconde qu'il la trouvait mignonne dans n'importe quel vêtement. À ce moment-là, l'enfant joyeux se tourna vers sa mère et, voyant l'inconnu se cacher timidement derrière elle, la femme lui assura qu'il ne connaissait pas encore l'enfant et, regardant Evan d'un air sévère, elle le présenta comme son fils adoré. L'homme a saisi l'allusion et a joué le jeu en lui assurant qu'il était beau, tout comme elle, et dans un instant, il s'est agenouillé et s'est présenté à elle, ce à quoi Adèle l'a poliment salué. Et sa mère l'a assuré qu'il pouvait être appelé oncle Evan, car il l'a toujours beaucoup aidé. Pour essayer de se rapprocher d'elle, l'homme lui a pris les mains, lui a dit de ne pas avoir peur, car ils venaient de se rencontrer, mais il avait déjà vu à quel point il était bon. Et après un moment, il lui a demandé si elle voulait jouer avec lui un jour. Il pourrait faire de l'équitation. L'héroïne, entendant cela, s'empresse de dissuader l'enfant, lui assurant qu'ils peuvent se blesser. Et donc, seulement après 10 ans, ce à quoi Evan remarque qu'il devra attendre. Mais Adèle n'y voit pas d'inconvénient. Au bout d'un moment, l'enfant a remarqué le cheval et a commencé à lui chuchoter à l'oreille, avant de lui demander s'il s'agissait d'une promesse. Ce à quoi l'homme lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter
et qu'il le ferait sans aucun doute. Cette réaction choqua la femme. Elle était celle qui avait élevé l'enfant. Mais l'enfant se détournait d'elle si facilement. Et dans un instant, quelqu'un annonça que tout le monde était arrivé. Et l'héroïne le reconnut immédiatement. Regardant autour d'elle, elle vit le prince à l'entrée, s'excusant d'être en retard. Un instant, ils croisèrent son regard, où elle vit son sourire narquois, puis elle demanda à l'enfant de venir à elle, comprenant que pour que tout se passe bien, elle devait garder l'enfant sous les yeux et ne pas le laisser aller n'importe où. Le prince s'assit à la place qui lui était réservée, et, dans un instant, l'héroïne s'approcha de lui, accompagnée de l'enfant, et, après avoir échangé des salutations, elle présenta son fils et, dans un instant, elle lui demanda de se présenter à son tour. Souriant joyeusement, l'enfant se présenta comme Edelweiss Lou Rothweller, et il était heureux de rencontrer le prince héritier. Et des ragots diaboliques commencèrent immédiatement autour de lui. Les gens souriaient parce qu'ils avaient osé approcher le prince. L'homme a dit qu'il était très gentil, et il a donc demandé à s'approcher. Et après la permission de la mère, l'enfant a couru vers le prince. Et comme il s'approchait, le prince a dit qu'il semblait très intelligent. Et ce n'était pas surprenant, parce qu'il lui ressemblait, surtout avec ses yeux et son nez. Et il a donc demandé à la mère si elle le pensait aussi. Elle s'est immédiatement rendue compte que tout cela était absurde. Le nez, les yeux, pas une goutte de ressemblance, et qu'il ne faisait que mettre son plan à exécution. Entre-temps, l'homme a fait remarquer qu'il devait être difficile d'élever un enfant seul, ce à quoi elle s'est contentée de le remercier calmement, tout en réalisant qu'elle devait faire très attention, sinon il y aurait de gros ennuis. En se levant, le prince héritier lui a assuré qu'il n'aurait jamais pu imaginer qu'il en était ainsi, et que s'il avait eu connaissance de cet enfant merveilleux, il aurait agi plus tôt, ce à quoi la mère l'a assuré que ses paroles de sympathie étaient suffisantes, et Adèle était très heureuse. Il était fort en esprit, tout comme le prince, et son esprit était comme celui de son père, un véritable ange, et elle pensait parfois que cet enfant lui avait été envoyé par Dieu. En entendant cela, le prince a transpiré un peu, puis a confirmé que c'était bien un bel enfant et qu'il la rendait fière. La femme a remarqué qu'il ressemblait plus à son père qu'à elle et s'est mise à le montrer du doigt. Le plus grand aristocrate, en colère, regarda où elle pointait du doigt, et là, tous les gens tournèrent leur attention vers Gray, qu'elle appelait le père du garçon. Le duc avait toujours l'air si indifférent, elle voulait le présenter officiellement. Le fils avec le duc, mais comment pouvait-il le savoir? Ils avaient un chagrin dans leur famille, et donc ils ont reporté l'événement, pour lequel ils se sont excusés. Serrant les dents, le prince lui assura qu'il comprenait, puis avec un air désespéré, il dit qu'il ne devait pas rester, et qu'il pouvait donc partir. L'héroïne le remercia pour l'invitation, car c'était une expérience utile pour l'enfant, et au bout d'un moment, lui demanda de dire au revoir à son tour, et Adèle, toujours souriante, le remercia pour le temps qu'ils avaient pris. Lorsqu'elle eut terminé, elle descendit chez les invités, où le père adoptif de son enfant l'attendait, et il dit immédiatement que s'ils avaient fini, il était temps d'aller manger. Et l'enfant, entendant cela, courut joyeusement vers le duc, et il réfléchit un peu, prit Adèle dans ses bras, lui apprenant que s'il avait faim, il devait toujours le dire, et il demanderait à ceux que l'on lui prépare quelque chose. Après cela, ils sont partis ensemble, et le prince, regardant leur dos, a claqué la table avec colère. Ils avaient l'air d'une vraie famille, et cela ruinait tous ses plans. En une minute, ils étaient tous à table, et Adèle souhaitait toujours joyeusement un bon appétit à tout le monde, un peu timide. L'héroïne remercia Gray, ce à quoi il assura que ce n'était pas mal d'entendre de telles paroles, mais que c'était étrange, car il ne comprenait pas à quoi correspondait cette gratitude, et elle répondit incertainement que c'était comme ça pour tout. Adèle fut la première à le remarquer et l'appela aussitôt joyeusement oncle. Et quand tout le monde se retourna, ils virent Evan,
qui s'approcha, dit qu'ils avaient décidé de prendre un goûter et demanda s'il pouvait se joindre à eux puisqu'ils n'avaient encore rien mangé. Il s'est approché, il a dit que c'était incroyable, il avait dit plutôt qu'il était venu ici juste pour la rencontrer et il se demandait comment elle pouvait le laisser comme ça et elle s'est excusée car elle devait faire quelque chose, mais l'homme n'a pas pensé à se mettre en colère car il n'était pas venu ici pour s'excuser. L'instant d'après, il demanda quelque chose d'étrange, à savoir si le Whig pouvait passer la nuit avec eux, car il voulait parler de quelque chose, et la femme accepta en hésitant, puis Gray demanda également de la même manière, de telles déclarations troublèrent la jeune mère, et elle leur demanda ce qui leur était arrivé. Les hommes se regardèrent l'un l'autre, et elle se rendit compte qu'il y avait une atmosphère très lourde autour d'eux. Le soir venu, ils rentrèrent chez eux, où le majordome les attendait devant la demeure, visiblement surpris de les voir tous, et la femme se contenta de leur assurer dans une lourde expiration que les deux allaient passer la nuit avec eux, et ordonna donc que l'on prépare la chambre d'Amy. Une fois à l'intérieur, la femme demanda à Evan d'emmener l'enfant dans la chambre, puis commença à lui décrire comment s'y rendre. Et il écouta sans demander, regardant son dos. L'héroïne était contente qu'Evan soit là, car Adèle avait besoin de quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Elle dormait déjà paisiblement dans ses bras, ce qui signifiait qu'elle était à l'aise avec lui. Après cela, elle a dit bonne nuit à Gray, prétendant qu'elle l'emmènerait dans sa chambre, et après avoir réfléchi un moment, il est soudain arrivé derrière elle et l'a prise dans ses bras en s'excusant. Ce comportement a mis la dame en colère et elle s'est immédiatement élancée pour le frapper. Mais on l'a immédiatement rassurée en lui disant que tout le monde dormait déjà et qu'il l'emmènerait simplement dans sa chambre, qu'il n'y avait donc rien à craindre et qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Il a vu les blessures sur ses jambes, il lui a demandé de ne pas se torturer, et maintenant qu'elle était dans ses bras, elle s'est rendue compte qu'il était capable de soulever 2 ours, alors elle ne pesait rien pour lui. C'était tellement inhabituel. Soudain, Evan apparut devant eux et demanda immédiatement pourquoi elle se trouvait dans les bras de cet homme. Ce à quoi Gray expliqua qu'elle s'était blessée aux jambes et qu'il l'aidait. Ils se regardèrent un moment, puis il sourit joyeusement, l'assurant qu'elle aurait dû le dire tout de suite, qu'il l'aiderait également et que la prochaine fois, il devrait le lui dire. La femme dans ses bras était de plus en plus mal à l'aise avec ces conversations, et l'homme continua à expliquer qu'il était très inquiet pour Adèle, et qu'il n'avait donc pas remarqué la blessure, mais que la prochaine fois il serait plus attentif. Il savait bien sûr qu'elle était fatiguée, mais il ne pouvait même pas y penser. Après l'avoir conduite dans la chambre, les 2 hommes se sont gentiment dit au revoir, puis ont quitté la pièce, et l'héroïne s'est écroulée sur le lit avec soulagement. Elle pensait qu'elle allait tomber là, mais maintenant, l'excitation est un peu retombée. Pendant ce temps, au palais, le prince était assis sur le canapé tandis que la servante s'occupait de ses mains quand il dit soudain qu'elle était un renard, ce que la servante, effrayée, confirma, après quoi il ajouta qu'il serait stupide de reculer à cause de l'insulte, parce qu'un renard ne ferait pas un bon plat, mais que sa fourrure pourrait être utilisée comme décoration, bien qu'il faille perdre beaucoup de temps à chasser, ce qui l'agaça. Soudain, il se leva, puis frappa la servante en face de lui, disant qu'il ne voulait pas donner à la jeune fille le titre de princesse, mais que c'était tout de même nécessaire, puis il demanda s'il avait raison, et le prince s'adressa à l'homme assis à côté de lui, et c'était le comte Gallic. Le prince lui demanda si elle recevait le titre, comment il se débarrasserait d'elle, car tôt ou tard, il n'aurait plus besoin d'elle, et le comte se leva et lui assura qu'il trouverait un moyen, puis il quitta la pièce. Théron savait que s'il voulait le trône, il devait gagner, mais il n'était pas sûr de pouvoir vaincre Rodan, auquel tout le monde tenait tant, et pourtant cela valait la peine de vérifier. Il était en colère, et il ne comprenait pas pourquoi il devait subir une telle épreuve pour prendre le trône, mais il devait essayer, et à partir de ce moment-là, la chasse au renard commença. Le lendemain, l'héroïne se promenait avec Adèle, qui lui demanda où elles allaient aujourd'hui,
et l'héroïne lui assura qu'elles allaient dans un endroit où il y avait beaucoup de S&S sucreries préférées, car manger à la maison, c'était bien, mais parfois il serait agréable de manger ailleurs. Un grand nombre de sucreries, de tartes et de gâteaux différents ont été présentés à l'enfant qui ne pouvait pas résister à l'envie de les goûter. En regardant tout cela, l'enfant était très curieux de savoir ce que c'était, et la mère lui a expliqué qu'il s'agissait d'une fontaine de chocolat fabriquée dans une boulangerie et qu'ils allaient la goûter plus tard. Pendant ce temps, elle commença à se demander pourquoi il n'était pas encore là, car il était déjà l'heure, et comme s'il l'entendait, Gray lui-même apparut et demanda si elle avait déjà commandé, ce que la femme confirma, disant qu'il prendrait probablement un café, car il avait l'air quelque peu fatigué. Soudain, ils entendent un cri et se retournent pour voir une Adèle sale et en larmes. Elle s'excuse, mais la femme n'est pas en colère. Elle va essuyer sa fille. Le mouchoir qu'elle sort attire l'attention de Gray, qui lui demande d'où elle vient. À ce moment-là, le vendeur est apparu et l'a appelée Madame, lui a demandé si elle allait bien et lui a assuré qu'il lui apporterait un autre mouchoir. La femme l'a remercié et n'a réalisé qu'un instant plus tard qu'on l'appelait Madame. Gray se souvenait en grande partie de la soirée dans le manoir où la cérémonie de passage à l'âge adulte de l'héroïne avait eu lieu il y a 5 ans. Mais le lendemain matin, il était choqué, il s'était réveillé nu dans son lit, mais il ne savait pas comment c'était arrivé. Il ne se souvenait de rien, et à cause de l'alcool, tout était en nage maintenant. Et il ne comprenait pas comment il avait pu faire une chose pareille. Près de son lit, il vit ce mouchoir qui portait une fleur rouge et qui semblait être un vêtement de femme. Il s'habilla en toute hâte et quitta la maison, car l'homme n'était pas en état de penser raisonnablement, et si c'était elle, il n'avait pas le choix. Entre-temps, l'employé est venu avec un nouveau mouchoir, et l'enfant l'a pris, puis l'a tendu joyeusement à sa mère, mais elle était encore confuse de savoir comment on l'appelait. Elle s'est convaincue qu'on l'appelait ainsi uniquement parce qu'elle avait déjà un enfant. Dans la société, tout le monde utilisait l'adresse Lady Rottweiler. Et apparemment, c'était une telle moquerie parce qu'il y avait un enfant et toujours pas de mari. Et puis, soudain, Madame, c'était tout à fait inattendu. Soudain, Gray la tira de ses pensées, lui disant qu'elle pensait trop, qu'il pouvait tout comprendre, mais qu'elle devait attendre un peu plus longtemps et qu'il allait certainement se montrer bientôt, mais elle ne savait pas quand, elle avait attendu assez longtemps et combien de temps cela prendrait. Plus tard, ils s'assirent pour prendre le thé et après le thé, Adèle dit joyeusement que le gâteau était délicieux et Gray se remit à penser que si cet enfant pouvait vraiment être le sien, alors les capacités de la famille Doberman étaient vraiment étonnantes. Un membre de la famille qui a trouvé une personne chère à son cœur ne le quittera jamais, et ils n'élèveront certainement qu'un seul enfant ensemble. Et s'il est père, il doit prendre ses responsabilités, ce qui signifie qu'il doit être contrôlé. Ayant terminé, ils commencèrent à se dire au revoir dans la voiture, quand soudain l'homme demanda à attendre, et prenant Adèle dans ses bras, assura qu'il était aussi avec eux. L'héroïne demanda pourquoi, et en réponse, on lui demanda s'il lui serait interdit de le faire. Après quoi, ils partirent ensemble, et la femme pensa qu'il était étrange aujourd'hui. Lorsqu'il arriva, la mère et l'enfant sortirent, et Gray resta à l'intérieur. Il réalisa qu'il ne pouvait pas commencer à agir maintenant. Ce n'était pas sûr de faire son déménagement tout de suite. Il ne pouvait même pas étreindre Adèle. Et maintenant, il devait faire quelque chose d'autre. Plus tard, il rentra chez lui et, lorsqu'il apparut dans la grande salle, sa mère lui demanda si les préparatifs s'étaient bien déroulés. Et, après en avoir reçu la confirmation, elle déclara qu'il fallait l'attraper, car son fils était désormais le duc de Doberman et, par conséquent, le chef de la famille. Serrant le poing, Gray lui assura fermement qu'il trouverait certainement la personne qui avait empoisonné son père et qu'elle n'avait qu'à attendre un peu plus longtemps. Elle acquiesça, ajoutant qu'il ne l'aurait certainement pas fait lui-même et qu'elle ne pouvait pas pardonner un tel crime et ne pouvait donc que faire confiance à son fils. Devant la porte géante,
Le fils comprit qu'il s'agissait d'un bureau où seul le duc pouvait entrer. Il déverrouilla la porte, l'homme entra, et la première chose qu'il ressentit fut qu'il faisait froid. C'est ici que son père mourut. On annonça qu'il était mort d'une crise cardiaque causée par le surmenage. Mais la véritable cause était le poison. Il y avait quelque chose d'étrange ici. On leur avait appris dès l'enfance à éviter la mort et à se protéger. Ils avaient même essayé le poison pour développer leur invulnérabilité. Pour préserver la force de la famille, les descendants de Doberman s'étaient torturés encore et encore. Eux et leur père étaient résistants à la plupart des poisons, ce qui signifiait qu'un poison peu connu l'avait tué. Le criminel était prudent et ils n'ont pas remarqué le poison. Peu de gens pouvaient imaginer un tel plan, ce qui signifiait que c'était probablement le plan de la famille impériale. Mais il n'avait toujours pas de raison de les attaquer. Sa famille avait longtemps joué le rôle de chien de garde de l'Empire. Et donc, l'empereur lui-même n'avait pas de raison de tuer son père. Mais tout de même, Rodan, il était jeune mais intelligent. Même s'il n'avait pas non plus besoin de faire ça à sa famille, qui ne s'était jamais mêlée de ses affaires, alors il ne restait plus que le prince Théron. Soudain, Gray appela le majordome et, lorsqu'il arriva, il ordonna que toutes les voitures lui soient signalées 3 fois par jour, matin, midi et soir, même s'il ne s'agissait que du cocher ou du jardinier, qu'il garde un œil sur tout le monde. Il savait que le criminel ne se contenterait pas du vieux duc et qu'il essaierait certainement de l'empoisonner. C'est pourquoi il valait la peine de le provoquer. Mais jusqu'à ce moment-là, il devait attendre. L'héroïne était allongée dans le manoir tôt le matin, pensant à Gray. Il était quelque peu étrange. Elle ne pouvait pas dire ce que c'était exactement, mais elle et lui avaient l'habitude de passer beaucoup de temps ensemble. Il est donc difficile pour lui de lui cacher quelque chose, et s'il garde un secret, alors peut-être. Elle chassa ses pensées de sa tête, car il avait déjà dit qu'il n'était pas le père. Mais tout de même, ses paroles dans la forêt auraient pu être un mensonge, mais elle était sûre qu'elle l'aurait remarqué si lui et Adèle avaient des similitudes. Alors maintenant, elle n'en était même pas sûre. Soudain, une servante entra dans la pièce, prétendant qu'ils avaient des invités. L'héroïne fut visiblement surprise de savoir qui pouvait venir si tôt, ce à quoi la servante répondit que c'était le baron Husky, qu'elle n'avait pas encore mangé et qu'il avait donc été emmené dans la chambre d'amis. Elle ne savait pas pourquoi Evan commençait à venir si souvent, et dit donc qu'elle descendrait dans un instant, tout en leur ordonnant de préparer de la nourriture. Adèle s'ennuyait à jouer seule. Bien sûr, elle ne pouvait pas les laisser partir en balade à cheval, mais pour une balade normale. Quand Evan descendit, il la salua joyeusement, comme toujours. Il y avait déjà un enfant avec lui qui s'amusait, et elle lui dit qu'elle et son oncle jouaient. L'homme lui assura qu'il descendait immédiatement quand il arrivait. La mère lui rappelle qu'hier, Adèle a dit qu'il avait un bon pressentiment, et il semble qu'il avait raison. Alors elle lui prend la main et lui dit qu'ils vont manger, et un peu plus tard, elle invite son oncle à se joindre à eux. L'héroïne voit qu'Adèle est très heureux. Ils ont l'air d'une vraie famille, mais pour une raison quelconque, elle a l'impression d'étouffer. S'asseyant à la table, l'hôtesse lui demanda d'un ton sérieux s'il s'était passé quelque chose pour qu'il soit venu si tôt. Ce à quoi il répondit qu'il n'y avait aucune raison et qu'il voulait simplement jouer avec elle, qu'elle avait été très occupée ces derniers temps et qu'elle avait besoin de se distraire. La femme le remercia pour ses soins. Il était un protecteur solide, il pouvait se promener librement dans les ruelles et elle se sentait comme chez elle. Mais maintenant, elle ne pouvait plus se comporter de manière aussi insouciante et elle devait protéger, non pas son Adèle épris de liberté, mais Adèle. Elle ne pouvait pas refaire une chose pareille. Soudain, le silence fut rompu par un invité qui lui assura qu'il comprenait à peu près ce qu'elle pensait. Mais l'héroïne pensait trop à sa proposition. Il semblait que c'était exactement comme ça. Mais elle ne devait pas avoir peur, car elle allait certainement apprécier ce divertissement. La femme a dit qu'elle ne savait même pas de quoi Evan parlait, et il lui a proposé de deviner, ce qui était la chose la plus agréable pour elle, et après un peu de réflexion, elle s'est soudain levée
et a demandé sur un ton élevé s'il parlait de la fusillade, et l'homme l'a confirmé en montrant les billets qui se trouvaient devant lui. L'héroïne en fut ravie, et à ce moment-là, l'enfant demanda ce qu'était le tir, et Evan lui expliqua, puisque sa mère lui avait déjà parlé de ses armes, qu'il en existait d'autres, mais que ces fusils permettaient de détruire plus facilement des cibles dans les airs. Dans ses pensées, la maîtresse remarqua que, malgré un nom aussi criard, son arme servait surtout à chasser les pigeons. Adèle exprima alors son profond désir de voir sa mère tirer, mais celle-ci ne pensait pas que ce serait une bonne idée, et c'est alors qu'Evan intervint, assurant qu'Adèle était déjà un adulte et qu'à 5 ans, il pouvait s'attaquer à un sanglier.